L'échiquier international, bienvenue à vous. Il faut plaider pour la vie. Quiconque s'oppose à cette résolution est contre la vie. Signé Ammar Benjmaah, le représentant algérien permanent auprès des Nations Unies. L'Algérien, avec un plaidoyer, déplore le silence de certaines nations et les mécaniques du droit international et onusien, pas assez à la mesure du désastre de la situation palestinienne, un cessez-le-feu qu'on a du mal à imposer et un acheminement humanitaire au compte-gouttes. La communauté internationale consacre le droit inaliénable des Palestiniens, mais dans les faits, le suivi n'opère pas souvent en raison que le veto américain est là pour geler toute résolution visant à cesser le carnage qui se déroule à Raza depuis le 7 octobre. Raza, où le massacre à ciel ouvert sur un minuscule territoire assiégé avec une population dense, aucun kilomètre carré n'est épargné, le tout avec une pluie de bombes chargée au maximum. On fait le point de la situation avec notre invité du jour. Début des discussions dans une poignée de secondes. Raza et des bombardements qui se poursuivent, 138e jour d'agression, on frôle les 30 000 morts. L'ONU met en garde contre une explosion de décès d'enfants, notamment aussi à cause du manque d'eau et de nourriture. Pour évoquer le sujet, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de Mustapha Benfodel, reporter, journaliste, écrivain. Mustapha Benfodel, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup à vous pour l'invitation. C'est un plaisir, Mustapha. Mais avant de parler, Mustapha, de la situation à Raza et également de la résolution de l'ONU qui a été bloquée par les Américains, encore une fois, je vous invite à écouter les propos d'Ammar Benjmaah. C'était aujourd'hui à l'ONU et on revient juste après. Le projet de résolution insiste sur des éléments essentiels, parmi lesquels, et en premier, un cessez-le-feu humanitaire. 2. Une fourniture d'aide humanitaire sans entrave à toutes les parties de la bande de Gaza. 3. Rejet du déplacement forcé des Palestiniens. 4. Respect des mesures conservatoires ordonnées par la Cour internationale de justice. Et 5. Cinquième et dernier point, la nécessité impérative pour toutes les parties de respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Le silence, à notre avis, n'est pas une option viable. Le moment est venu pour l'action et c'est le moment pour la vérité. Madame la Présidente, les membres du Conseil de sécurité ont une responsabilité, celle de voter pour des mesures qui permettent le respect de la paix et la sécurité internationale. Cette résolution est une prise de position pour la vérité et l'humanité. Nous nous élevons contre les défenseurs des meurtres et de la haine. Un vote pour ce projet de résolution est un soutien au droit à la vie des Palestiniens. Voilà, c'était aujourd'hui les propos de Ammar Benjmaah, qui est le représentant permanent algérien au sein de l'ONU, qui porte une résolution pour un cessez-le-feu au Conseil de sécurité. Sauf que celle-ci, Mustapha Benfodel, est bloquée pour la 3e fois depuis le 7 octobre par les États-Unis d'Amérique. Un commentaire. Enfin, d'abord, à titre personnel, ça ne m'étonne pas du tout. On connaît la position américaine. Et pour te dire, ce sont principalement les États-Unis dans le Conseil de sécurité qui bloquent depuis toujours. En fait, toute résolution allant dans le sens de la reconnaissance à la fois des droits du peuple palestinien en autodétermination et plus spécifiquement concernant le contexte que nous vivons, le vote d'un cessez-le-feu. Mais par ailleurs, je me réjouis personnellement dans les avancées, parce qu'il y en a eu quand même hein, sur le plan international, dans l'appréhension de cette question palestinienne, parce qu'on quand on se replonge un peu dans les débuts, après l'opération Toufan al-Aqsa, il y avait quand même une lecture des événements qui était horriblement anti-palestinienne. Et là, on voit quand même pas mal de voix, pas mal d'États, pas mal de pays, même des dirigeants occidentaux qui parlent de solution à 2 États, qui parlent de règlement définitif de la question palestinienne. C'est-à-dire, on sort un peu d'un traitement purement militaire de la question.
pour aller au fond des choses. C'est-à-dire vers le droit international. Vers le droit, absolument, vers le droit international, tout simplement, parce que les résolutions, elles sont là. À commencer par la fameuse résolution par laquelle tout a commencé, du 29 novembre 1947, quand l'ONU avait donc décrété le partage de la Palestine historique. Déjà là, il y avait, à l'époque déjà le partage était inégal puisqu'il y avait 56% pour l'État entre guillemets juif et 44% pour l'État arabe. Donc depuis, en fait, toutes les résolutions, elles sont restées lettres mortes, malheureusement. Mais là, je sens quand même que les lignes commencent à bouger et on se dit que on est peut-être dans un moment crucial où il y aura une forte décantation à un moment donné. Alors, on va en parler naturellement, Mustapha, mais je voudrais qu'on revienne un petit moment sur cet invariable soutien américain à l'endroit de l'entité sioniste. Certains médias occidentaux nous disent que le président américain et le Premier ministre Netanyahou ne s'entendent pas, mais bon, on voit que dans les faits, le soutien américain est là, encore une fois. Oui, bien sûr. En tout cas, démocrate ou républicain, c'est une constante de la politique étrangère américaine. C'est un point de doctrine même. C'est-à-dire, pour la simple raison que Israël, l'entité sioniste, c'est uniquement un poste avancé en fin de l'impérialisme américain. Et on sait fort bien ce que représente une région comme le Moyen-Orient pour les puissances occidentales. Et pour résumer les choses, c'est juste l'épicentre de la géopolitique mondiale. Donc, pour eux, elle sert d'abord à ça, à servir les intérêts américains dans la région. Après, il y a peut-être des questions qu'on pourrait qualifier de culturelles ou civilisationnelles pour lesquelles le monde occidental fait bloc autour de l'entité sioniste pour porter ce projet, justement, qui est celui de l'Occident hégémonique. Comment vous l'expliquez, ce soutien indéfectible américain? Comment vous l'expliquez? Alors certains nous parlent de lobby, d'autres évoquent peut-être des avancées chinoises au Moyen-Orient avec cette fameuse route de la soie, avec le retour des États-Unis d'Amérique au sein du Moyen-Orient, eux qui se basaient surtout sur l'Asie du Sud-Est. Il y a plusieurs théories, celle de Mustapha Ben Fodel et laquelle? Non, d'abord, si juste on se demande, nous, en tant qu'Algériens, pourquoi cet attachement qu'on a pour El-Quds, pour Palestine, il y a des raisons historiques, il y a des raisons affectives, il y a des raisons spirituelles, il y a des raisons religieuses. Et il en est de même, parce qu'il ne faut pas oublier le statut d'Al-Quds, c'est quand même la ville multiconfessionnelle. Donc, c'est une ville sainte pour toutes les religions monothéistes. Déjà à ce niveau-là, il ne faut pas oublier quand même que la culture américaine, c'est une culture fondamentalement puritaniste, elle est fondamentalement religieuse. En tout cas, il y a derrière le vernis d'Hollywood, du show business, il y a quand même un fond culturel à dominante religieuse qui pourrait expliquer en partie. Mais ça n'explique pas tout. Mais à côté de ça, il y a bien sûr les calculs géopolitiques, parce que la position qu'occupe la Palestine dans la région permet d'avoir un regard à la fois sur le monde arabe, sur l'Iran, sur la mer Rouge, voilà, sur l'océan Indien, donc et sur bien sûr la Méditerranée, et donc c'est un point stratégique. Alors, revenons à la question de la diplomatie algérienne qui s'est encore démarquée aujourd'hui et au sein de l'hémicycle onusien pour réclamer un cessez-le-feu, mais également le refus du déplacement forcé de la population palestinienne. Gilles Devers, qu'on a reçu hier, Gilles Devers qui est l'avocat de la cause palestinienne, nous disait que malgré tout, malgré ce retard sur le droit, sur la mécanique du droit international pour faire aboutir à une résolution, à une solution du combat palestinien, il disait mais il fallait être optimiste puisque la question de la Palestine revenait dans l'ordre mondial. C'est ce que vous disiez à l'instant. Donc c'est une victoire malgré tout. Absolument, c'est une très très bonne nouvelle de ce point de vue-là, parce que Monsieur Maître Devers, en fait, il a beaucoup fait justement sur le plan juridique pour faire aboutir une plainte auprès des juridictions de l'ONU, et principalement la CPI et les CIJ. Et là, en l'occurrence, après l'arrêt du 26 janvier, c'est une très 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 grande avancée sur le plan symbolique, sur le plan psychologique, y compris aussi sur le plan politique, même si l'affaire n'est pas encore examinée sur le fond. Mais ça reste quand même, pour moi, un arrêt historique.
Et aujourd'hui même, il y a eu la poursuite des audiences au niveau de la Cour internationale de justice pour un autre affaire, enfin toujours concernant l'occupation de la Palestine. Et donc là, on a ce front judiciaire qui commence à bouger. Récemment, il y a eu, pareil aux Pays-Bas, la Cour d'appel qui a interdit l'exportation de pièces qui vont servir en fait à équiper les avions de combat de l'entité sioniste. Donc là aussi, ce sont autant de brèches qui se fissurent. On a l'impression qu'il y a un mur qui est en train de tomber. Certes, ce n'est pas peut-être un acquis en bloc où vous avez tout de suite la reconnaissance à la fois de l'État de Palestine et en même temps aussi le cessez-le-feu, mais on est en train quand même, je pense, la cause palestinienne est en train de revenir, comme vous l'avez dit. Il ne faut pas oublier que tout récemment encore, sous l'administration Trump, on parlait des fameux accords d'Abraham où il y avait des régimes arabes qui s'alignaient les uns derrière les autres et on avait complètement occulté quelque chose qui s'appelle le peuple palestinien. Personne n'avait demandé leur avis aux premiers concernés. Et là, l'OLP revient dans le langage, la bande de Gaza revient sur la carte. Maintenant, les gens sauraient pas seulement positionner Gaza sur une carte, mais Deir el-Balah, et Nusayrat, et Jabalia, voilà, et Khan Younes et Rafah, alors qu'avant, les gens n'avaient jamais entendu parler de ces villes et de ces toponymes. À part ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Palestine, qui ont étudié par exemple la première Nakba de 1948, alors je vous pose la question directement, selon vous, avec tout ce tableau qu'on voit chaque jour, ce tableau difficile, est-ce que nous sommes en train d'assister à une seconde Nakba ? En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est le Markaz al-Falastini al-Haqq donc c'est le Centre palestinien des droits de l'homme, avec une organisation juridique qui s'appelle Al-Haqq. Et il y a aussi Muassasat Al-Mizan qui ont fait récemment, exactement le 12 février, un texte très intéressant dans lequel ils parlent de ça. Ils disent « Nous sommes confrontés au scénario d'une Nakba pire que celle de 1948. En 1948, il y a eu 800 000 Palestiniens qui ont été arrachés à leurs terres. Et aujourd'hui, on est à 1,4 million qui pourrait fort bien être poussé vers le corridor de Philadelphie, donc vers l'Égypte. Et ça serait quelque chose d'irréversible, donc c'est quelque chose de monstrueux. Donc oui, bien sûr, le risque, il est très, très sérieux. On a beaucoup débattu ici sur le terme de génocide. Alors, certains juristes nous donnaient leur définition, certains militants donnaient la leur. On a beaucoup glosé autour de ce terme génocide. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a un génocide à Gaza, c'est-à-dire un plan pour faire évacuer la population palestinienne, la faire disparaître pour qu'ensuite on vienne occuper, que des colons élargissent leur plan d'occupation sur Gaza. Est-ce que selon vous, c'est de cela qu'il s'agit ? En tout cas, les faits sont têtus et les faits plaident pour une lecture de ce type. D'abord, on est presque, vous l'avez souligné au début, à presque 30 000 morts, 69 000 blessés, en 4 mois de frappe d'une violence inouïe. Vous avez des repères historiques, du patrimoine, des vestiges historiques qui ont été détruits. Vous avez des enfants, vous avez des familles entières, vous avez des villes entières qui sont décimées. C'est-à-dire la machine de guerre de l'entité sioniste est tellement épouvantable qu'on ne peut pas raisonnablement penser qu'elle agit uniquement, elle est uniquement par le sentiment comme ils disent, de légitime défense. Pardon, Mustapha, il y a des militaires occidentaux qui ont dit que les bombes étaient chargées et que c'était pas ce type de bombes ne sont pas faites pour des bombardements ciblés. Il y avait une volonté de détruire tout ce qu'il y avait aux ça, c'est alentours. toutes les organisations humanitaires, même Amnesty International, même Oxfam, enfin toutes les organisations qui ont l'habitude d'enquêter sur des terrains de guerre le disent. Il y a effectivement une disproportionnalité épouvantable entre les armes utilisées, les techniques utilisées pour entre guillemets traquer les combattants de Hamas et les résultats qui sont recueillis, qui sont
pour moi, de dimension génocidaire, effectivement. Qui est un crime de guerre déjà. Avant d'arriver au génocide, c'est un crime de guerre. Et tous ces crimes, d'ailleurs, ils sont documentés. En tout cas, ils commencent à être documentés de façon extrêmement rigoureuse et pourraient faire l'objet, bien sûr, de poursuites. Peut-être que le temps juridique est un peu long. Nous, on est un peu pressé que ça soit, qu'on aboutisse à une conclusion, mais il faut aussi respecter le temps juridique. C'est ce que nous disait Maître Gilles de Verrières. Moustapha, sur un autre aspect, on a parlé, vous avez parlé succinctement des régimes arabes. Alors, certains régimes, on le voyait à travers nos recherches, étaient sur le point de sceller une alliance avec l'entité sioniste. Je parle de l'Arabie Saoudite. Il y a aussi le Maroc, l'Égypte. On sait que bon, ils sont voisins, donc c'est difficile pour eux. Ils sont dans une situation un peu délicate. Mais en même temps, c'est des régimes qui sont pris dans un étau parce que ils sont contraints de respecter une diplomatie américaine, c'est-à-dire reconnaître l'entité sioniste. Mais en même temps, il y a une rue populaire arabe qui est pour les droits de la Palestine. Absolument. Les régimes arabes sont dans un dilemme. Non, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire, historiquement, on le sait. Ça l'est de plus en plus. Enfin, il y a toujours eu ce décalage, justement, entre le sentiment populaire, l'émotion, et même l'adhésion, c'est-à-dire qu'il y a une adhésion très, très forte des populations civiles à la cause palestinienne. Et puis, il y a les calculs, effectivement, des régimes arabes. Mais je pense que Tofan al-Aqsa, et la séquence qu'on est en train de vivre, elle va tout bousculer. Moi, je pense qu'on est en train vraiment de vivre un tournant. Même si, par exemple, j'ai entendu hier, je crois, Samah Choukri, le ministre égyptien des Affaires étrangères, il dit Palestine, kharij al-ijma' al-falastini, Hamas, kharij al-ijma' al-falastini. Hamas ne fait pas partie du consensus palestinien et que la solution se fera sans Hamas. Moi, je pense que nous sommes en train de vivre un moment de recomposition, de reconfiguration de la scène politique palestinienne et aussi de la cartographie régionale, qui va remettre justement sur le devant de la scène l'OLP et renforcer l'autorité palestinienne et aboutir in fine à l'existence juridique et pleine et souveraine de l'État de Palestine. On l'espère. Sur un autre aspect, Moustapha, suite au carnage sur Gaza depuis le 7 octobre, les médias du monde entier, à l'exception peut-être d'Al Jazeera, se sont imposés des restrictions, ont été un peu limités dans leur travail sur le terrain, peut-être volontairement ou parfois involontairement, que sais-je. Mais le terrain de Gaza a été raconté par les Palestiniens eux-mêmes, parfois au péril de leur vie. Beaucoup sont morts, d'ailleurs, dans l'exercice de diffuser de l'information. Nous profitons d'ailleurs de l'occasion ce soir pour leur rendre hommage. Est-ce que c'est déjà aussi peut-être une grande victoire, ce récit palestinien qui est raconté par les Palestiniens et non pas par CNN ou d'autres organes d'information? Justement, j'ai consacré un article dans Al-Watan à cette question sous le titre « La résistance numérique » pour faire entendre les récits palestiniens. C'était sur, en fait, une étude un peu sur les réseaux sociaux. Pour dire, parce qu'à titre personnel, j'ai un petit peu, c'est-à-dire de façon très modeste, je le dirais, couvert des terrains comme l'Irak pendant la guerre de 2003. J'ai fait le Liban, la Syrie, l'Égypte, un peu les pays du Golfe. Et j'ai suivi d'assez près pendant une dizaine d'années ce qui se joue dans ces régions de l'intérieur en tant que reporter. Et la première chose qui m'a frappé justement dans ce qui se passe depuis Tofan al-Aqsa, depuis le déluge de l'Aqsa, c'est qu'on n'est plus dans cette dualité Al Jazeera-CNN, c'est-à-dire vous avez le grand récit occidental qui est porté par CNN, enfin symboliquement. Là, je reprends un peu l'imagerie de la guerre du Golfe, ce qu'on appelle la première guerre du Golfe, et Al Jazeera qui prenait en charge le récit arabe. Mais là, vous avez quelque chose qui a bousculé cette domination médiatique des médias traditionnels, c'est l'irruption des réseaux sociaux, dans la mesure où, juste avec un téléphone portable, vous pouvez documenter ce qui se passe autour de vous. Et vous avez une armée de journalistes citoyens qui, eux, justement, vont produire de l'intérieur une information. Parfois, peut-être, elle manque de rigueur, parfois, elle n'est pas assez contextualisée, mais elle est là. C'est-à-dire, en tout cas, moi, en tant que journaliste, je travaille comme ça, je trouve plein de relais sur plein de pages, par exemple Times of Gaza, Gaza Now, il y a par exemple Moataz Azaiza qui est un excellent influenceur. De 24 ans, c'est un phénomène. Photojournaliste de 24 ans qui est devenu un influenceur. Il a 19 millions de followers sur Instagram et c'est en lui-même un média ambulant. Et je peux en citer des dizaines comme ça qui, eux, justement, à leur échelle, documentent tous les jours les exactions qui se passent dans leur secteur. On a tout fait pour décourager la Palestine et on le voit à travers le récit qu'ils diffusent à travers les médias sociaux, une conscientisation palestinienne
on se rend compte qu'ils sont encore là, ils se battent avec les moyens du bord. Oui, c'est ce courage justement qui est à saluer. Et en l'occurrence, par exemple, j'avais écrit un portrait hommage à Wael Dahdouh, ce journaliste correspondant de Jazeera qui a perdu 3 de ses enfants, sa femme, sa maison. Et lui-même, il a été blessé, il a perdu son compère dans un bombardement et il a continué à témoigner et je l'ai appelé le martyr debout de Raza. Et ce sont autant justement de modèles de résistance. Et tous les jours, nous avons des modèles comme ça de résistance, de gens qui continuent à s'accrocher. Parce que, et surtout dans le contexte où on veut les pousser justement vers le Sinaï, on veut les extraire de Raza pour que Raza soit cédé aux colons justement israéliens, et eux, ils s'accrochent à la terre, ils s'accrochent à leurs épaves, ils s'accrochent aux bâtiments délabrés, ils s'accrochent à cette poussière de vie, et donc ils essaient de réinventer la vie dans le tas de décombres, et dans cette dévastation absolument terrifiante. Nom, oui. Et ça, je pense justement, c'est un signe justement que Raza va renaître de ses ruines. Alors, on arrive à la fin, Mustapha. Il nous reste à peu près moins de 5 minutes. Alors, je veux parler de votre dernier ouvrage, Terminus Babel, récit palpitant, étrange, drôle, le tout en couleur. Vos descriptions, par exemple, de Boulorine, du quartier de Boulorine ou Bab el-Oued, sont touchantes, je devrais le dire. Hein. Alors, dans ce livre, vous faites parler des livres, vous faites parler des personnages, bien sûr, vous faites parler des époques, mais au fond, c'est avec pudeur que vous racontez Alger, mais aussi vous racontez la trajectoire de Mustapha Ben Fodil. Parlez-nous en quelques mots de ce livre. Je pense que dans chaque livre, on se livre, en fait, c'est pas un jeu de mots anodin, mais juste pour rester avec la thématique qui est la nôtre, en fait, cette actualité éprouvante et qui est en même temps chère à nos cœurs, la Palestine, ce livre n'est pas très loin de ces questions. Le montrer à la caméra, oui, Mustapha. D'ailleurs, il y a Babel dans le titre, Terminus Babel, et il se trouve que j'ai été à Babel, en Irak. Et, en fait, ça parle aussi, par exemple, dans un chapitre qui s'intitule Bibliocauste, ça parle de le désir des puissances de tout temps, des empires, de détruire les cultures, les civilisations, qui n'étaient pas faire tabula rasa. Voilà, tabula rasa, ça passait avec la bibliothèque d'Alexandrie, avec la bibliothèque de Bagdad, ça s'est passé avec les autodafés du Moyen-Âge, et plus près de nous, il y a eu l'OS qui a détruit la bibliothèque, qui a brûlé, incendié la bibliothèque de la fac centrale. Et donc, en partie, je parle des livres, comment toutes les violences qu'ils ont subies à travers l'histoire. Voilà. Justement, vous rendez hommage à la littérature et aux livres. Il est question, je vais pas dévoiler certains chapitres du livre, mais vous parlez de ces livres de notre temps, de nos temps modernes, qu'on détruit, qu'on saccage, on ne lit plus, on n'investit plus la littérature. Absolument. Est-ce que vous le déplorez sans doute Bien sûr, bien sûr. Par exemple, c'est vrai qu'on se dit aujourd'hui, il n'y a plus les autodafés, il n'y a plus peut-être ces violences de façon un peu spectaculaire, même si, je souligne, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Fernando Baez, ancien directeur de la bibliothèque de Caracas, qui a créé un livre qui s'appelle Histoire universelle de la destruction des livres, où il parle de ce qu'a fait l'armée américaine en Irak en 2003. Ils disent comment ils ont pillé, ils ont laissé faire, ils ont démoli le musée de Bagdad, ils ont pillé des microfilms, des archives. Donc ça continue. Mais même quand ce n'est pas aussi spectaculaire, il y a ce qu'on appelle le marché. Il y a une violence comme ça insidieuse du marché qui crée des hiérarchies, qui fait passer justement des récits au détriment d'autres et qui fait exister des œuvres au détriment d'autres. Et donc je m'attaque aussi à travers ce roman à cette violence invisible du marché. Et aussi, il y a, on peut le dire, il y a une forme d'impérialisme culturel qui fait que certaines littératures, certains cinémas, certaines musiques ont droit de citer et d'autres sont invisibilisées. Et donc là aussi, on est quelque part dans ce grand débat ouvert par le combat palestinien et comment reconfigurer le monde, comment refaire cet ordre mondial qui est fondamentalement injuste. Mustapha Ben Fodil, merci d'avoir été des nôtres. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. J'espère vous revoir très bientôt pour parler, peut-être pas de Gaza, j'espère que ça va se régler, mais de littérature. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Tout de suite, la suite de l'information sur Al Malkat News. Et quant à moi, je vous souhaite une agréable soirée.